On va prendre le temps de mieux découvrir, mieux comprendre et, je l'espère, d'autant mieux apprécier la richesse en matière d'innovation de Sorbonne Université, cette richesse qui tient à la fois au travail formidable, vous allez le voir, passionnant, et qui ouvre des perspectives souvent étonnantes des chercheurs qui constituent cette université, qui l'animent, et également à la force de la passerelle qu'ils ont su bâtir, que les chercheurs et l'université ont su bâtir avec le monde de l'entreprise, que ce soit en créant leur propre entreprise ou également à travers de nombreux partenariats avec d'autres entreprises. Et puisque nous sommes sous ce signe, je vais tout de suite inviter pour un premier échange, un propos introductif, à me rejoindre un binôme qui illustre cette réalité. Il est constitué de Jean Chambaz, le président de Sorbonne Université, et d'Isabelle Tison de Gaulle, qui est vice-présidente Europe de Sanofi. Jean Chambaz, toute une journée qui est ainsi consacrée à l'innovation au sein de Sorbonne Université, et donc dans sa dimension à la fois scientifique et entrepreneuriale. Pourquoi marquer ainsi ce 19 septembre 2019 avec cette journée si riche et sur une thématique si spécifique? Mais parce que quand on parle d'innovation, et je voudrais vous remercier de passer la journée avec nous pour animer cette journée, mais quand on parle d'innovation, on oublie souvent d'innover dans la manière dont on communique sur ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on innove tous les jours à Sorbonne Université, dans tous les secteurs. Ça fait partie de nos missions et ça fait partie de la vie de tous les jours de nos équipes. On oublie de le dire, de le faire savoir. Et quand on voit ou quand on écoute un certain nombre de discours d'état d'âme sur les solutions pour répondre aux enjeux du monde auxquels on est confronté, aux enjeux de la société, et quelle place joueraient les universités, on oublie simplement de dire qu'on a un rôle, il est central, qu'on le joue déjà. Et donc cette journée-là, ce n'est pas un long discours, je n'ai pas voulu faire d'introduction, je préfère dialoguer avec Isabelle pour introduire cette journée. C'est simplement montrer les collègues, les femmes et les hommes et les projets qui sont produits à l'université en partenariat avec les entreprises et qui contribuent à amener des solutions pour aujourd'hui et pour demain, pour la société et l'économie. Alors vous dites, on a un rôle, est-ce que vous pouvez être un peu plus spécifique? Comment est-ce que plus précisément vous envisagez la place de l'université dans l'écosystème de l'innovation au sens large? Et comment, puisqu'on est sous l'égide de Sorbonne Université, comment la montée en puissance de cette entité peut-elle contribuer à changer la donne? Alors, le rôle de l'université de recherche, il est central. Et il est central pas parce que nous le décrétons, mais parce qu'il n'y a pas d'innovation sans découverte. Il n'y a pas d'innovation de rupture sans découverte de rupture. On a besoin absolument d'associer le transfert, la création de nouveaux process, de nouveaux produits avec une recherche qui est nécessairement libre. Nos chercheurs recherchent sur toute une série de questions, qu'elles soient à leur initiative, ce qu'on appelle la Blue Sky Research, qu'elles soient en réponse à la demande sociétale, on le voit aujourd'hui avec la montée en charge des enjeux climatiques, que ce soit à la demande d'entreprises avec qui on coopère, peu importe, mais il faut que la recherche soit libre pour qu'elle soit productive et créatrice. Ensuite, il faut qu'elle retourne à la société. C'est notre rôle d'apporter à la société. Et ce retour à la société, on a des collègues, et il y en a dans la salle, qui ont le goût, l'appétit, l'intérêt de porter ce transfert eux-mêmes. Et donc on doit avoir toute la chaîne des outils, dont on reparlera tout à l'heure, qui nous permettent de les accompagner. Puis il y en a que ça n'intéresse pas, et c'est tout à fait leur droit. Et là, c'est la responsabilité de l'institution de trouver les partenaires qui seront transférés ces découvertes en impact pour la société et pour l'économie. Donc l'université, par son lien entre la recherche libre, l'innovation, l'entreprise et nos étudiants, qui sont quand même une force extraordinaire, on n'a pas besoin d'attendre d'être diplômé pour être créatif. Donc la formation que nous développons à l'entrepreneuriat, l'accès de nos étudiants à la société d'accélération de transfert de technologie, tous ces éléments-là permettent de mobiliser une communauté au service de la société. Isabelle Tison de Gaulle, je vous ai vu, ce qui n'est pas totalement une surprise, approuver à plusieurs reprises les propos de Jean Chambaz. Justement, quelle est votre vision? Comment percevez-vous une telle stratégie et puis au-delà une initiative comme celle-ci? Qu'est-ce que ça représente pour le monde de l'entreprise que vous représentez ce matin?
Alors, je suis évidemment totalement en accord avec ce qui vient d'être dit par Jean, pour plusieurs raisons. La première, il est important, en fait, réellement, et ça a déjà été mentionné, de transformer une idée en un produit, un service, de la croissance aussi d'emploi. Et pour le faire, on ne peut pas le faire seul. Il faut le faire ensemble et mettre en fait tout l'écosystème autour de la table. Et à ce titre-là, l'université joue un rôle clé. Donc il faut mettre l'université, il faut mettre les forces académiques, les start-up, aussi les financeurs. Il faut pas, c'est quelque chose d'important de les mettre autour de la table. Et des événements comme aujourd'hui sont clés. Ils sont clés aussi parce que ce que vous allez faire au cours de la journée, c'est de montrer, et de montrer cette excellence, de montrer cette innovation. C'est important en termes de compétitivité aussi pour nos territoires. Et je pense que toutes ces initiatives-là vont dans le bon sens pour vraiment générer de l'innovation qui va être utilisée, donc où il va y avoir un usage derrière. Alors vous l'évoquiez, hein, je reprends votre terme, il faut travailler ensemble. Une dimension importante pour que ces innovations deviennent des projets, je reprends là aussi vos termes, et puissent changer la vie véritablement, proposer des nouvelles solutions aux citoyens, aux consommateurs, aux usagers des services publics, que sais-je encore. Une dimension clé, c'est celle de l'entrepreneuriat. Voilà. Et puisque je représente la rédaction en chef des Échos, au-delà de mes activités au sein du CELSA de Sorbonne Université, nous travaillons beaucoup sur l'entrepreneuriat, et un constat que l'on peut faire année après année, c'est que ce qui change la donne, c'est la qualité de l'accompagnement. Voilà. Quand une entreprise est accompagnée, elle multiplie, elle optimise ses chances de succès. Comment concevez-vous le rôle de vos organisations? Jean Chambaz nous en a donné déjà quelques petites indications, mais on va rentrer dans les détails. Comment concevez-vous plus spécifiquement le rôle de votre organisation dans cet écosystème? Ismaël. Alors, il y a déjà la première chose, c'est l'accompagnement en termes de compétences. Je pense que nos entreprises ont certaines compétences qui peuvent être utiles à l'accompagnement en fait, de l'entrepreneuriat. Ça peut être des compétences réglementaires, des compétences au niveau de l'analyse des besoins, des marchés, qui sont importants à comprendre sur toute la chaîne. Parce qu'on va se trouver à un moment assez précoce, en fait, au moment de la création, par exemple, de l'entreprise, mais il faut avoir une vision long terme sur laquelle je pense qu'on peut, une entreprise comme la nôtre peut l'accompagner. Après, il y a évidemment des partenariats qui peuvent se créer, des partenariats économiques, des partenariats stratégiques. Ça dépend bien évidemment de l'entrepreneur et qui peut être utile à un temps donné dans son entreprise. Il y a aussi toute la partie formation, mais là, ça va être plus mieux faire connaître les besoins, là encore à long terme, et sur lequel, après, nous, là encore, on peut amener des éléments et des éléments d'accompagnement. Et puis après, il y a des accompagnements, ça dépend des entreprises, mais financiers, qui peuvent être faits, par exemple, au travers de participation de fonds d'investissement. Par exemple, Sanofi fait partie du fonds Innobio, Innobio 1, Innobio 2. Et lors de certaines rencontres avec les entrepreneurs, on peut justement accompagner ces entreprises. Il y a aussi d'autres, alors ce n'est pas spécifiquement avec l'université, Sorbonne Université, mais il y a le pacte PME qui permet aussi à nos entreprises de pouvoir accompagner dans les dimensions que j'ai précisées les entreprises. De surcroît, on est à un moment dans l'écosystème français où il y a eu aussi une prise de conscience de la part de grands groupes comme les vôtres de la nécessité, puisque vous êtes confrontés au besoin de transformation permanente, de fonctionner en système ouvert et de vous ouvrir justement à ces start-up, aux coopérations qui peuvent se mettre en place avec des entreprises issues de la recherche publique, parce que vous avez besoin de nouvelles solutions et vous n'arriverez pas à les mener à bien en système propriétaire, comme on le disait autrefois. Vous en êtes conscient, ça? Alors tout à fait, et d'ailleurs on a évolué énormément vers ces systèmes d'innovation dite ouverte. Et il est clé, quand on est dans un territoire donné, que cet écosystème soit vraiment complet. Et pour être complet, il doit avoir une vitalité dans les startups, aussi la recherche académique et universitaire qui va justement permettre cette création de startups. Il est essentiel d'avoir il faut qu'il y ait un foisonnement, si je peux le dire ainsi, autour de ces startups pour que nous, on puisse aussi capter ces idées, les accompagner, les capter pour faire bouger aussi nos lignes. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul.
Jean Chambaz, quelques précisions encore sur la stratégie de l'université pour cet accompagnement de l'entrepreneuriat au sens large du terme. Oui, alors d'une manière générale, en France, on est, où on était jusqu'à présent, très cloisonné, et nos gouvernants vont chercher l'inspiration dans des pays où apparemment les choses vont mieux. On nous cite évidemment les États-Unis, mais qui sont très bons à récupérer les idées produites en Europe pour les faire transformer en licorne par un système de financement qui n'a rien à voir avec ce qu'on est capable d'aligner en France. L'Allemagne est meilleure, mais en France, là, on a un retard dans la mobilisation des fonds. Dans l'accélération des entreprises plus que dans leur lancement. Et des grandes entreprises, c'est quand même incroyable qu'on n'ait aucun Google, Facebook, Amazon, etc., issus de la France et de l'Europe. Et donc, on va demander régulièrement à des personnalités des États-Unis ou ayant travaillé aux États-Unis des rapports. Et ces rapports sont très simples. Le rapport de Susan Berger, il y a quelques années, du MIT, le rapport de Jean-Louis Chameau, tout récemment, qui revient de Caltech, disent qu'il faut centrer l'innovation autour des universités de recherche, parce que c'est là où on a tout le monde, et c'est là où on structure tout le monde. Alors, on a critiqué, et c'est de bon ton de critiquer en France, on a ce cynisme de bonne loi, la multiplicité des instruments qui ont été créés dans le cadre du programme d'investissement d'avenir ces 10 dernières années. C'est pas parce que Laurent Buisson est là et le représente aujourd'hui, il a beaucoup contribué dans une période antérieure à articuler ces instruments autour de Sorbonne Université, mais c'est bien ça le problème. Tous ces instruments ont un rôle à jouer, un segment à tenir, et ce qui compte, c'est comment c'est articulé et comment c'est articulé de manière ouverte. Et je crois que si on a réussi quelque chose à Sorbonne Université, c'est cette bonne articulation de tous ces segments, de tous ces outils, de tous ces instruments en liaison avec le monde industriel. On n'a pas mentionné encore, Isabelle y viendra sans doute, les communautés de la connaissance et d'innovation de l'Institut européen de technologie. Nous en avons 3 auxquels nous participons, que nous coordonnons activement à Sorbonne Université, sur le climat, sur le digital et sur la santé. On le fait très fortement sur la santé avec Sanofi, évidemment. Et tous ces outils sont importants. Sur l'entrepreneuriat, c'est encore de la novlangue qui peut irriter. Si on parle de soif d'entreprendre, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que la soif d'entreprendre pour toute personne, pour construire sa vie, et pour toute personne formée à l'université pour conduire un projet. L'entrepreneuriat, c'est autant pour conduire son propre projet, sa propre vie, ses propres activités, son université, que pour construire une entreprise. Donc cette formation à l'entrepreneuriat, c'est simplement une dimension de développement de capacité dont tous nos étudiants ont besoin, dont tous nos chercheurs ont besoin. Et donc là encore, on a toute une série d'instruments qu'on mobilise, qu'on coordonne, auxquels vous participez en partie au CELSA, et c'est la richesse de Sorbonne Université. Je ne vais pas le développer parce que les exemples qu'on va avoir dans la journée vont le démontrer de manière beaucoup plus spectaculaire que ce que je pourrais dire en quelques minutes supplémentaires. Oui, et puis les chercheurs sont particulièrement bien placés pour incarner le fait d'être entrepreneurs de soi-même, hein, puisqu'ils le sont presque par essence. Je profite encore quelques minutes de votre présence. Une dernière question, une question de journaliste, hein, je vous prie par avance de m'en excuser. Qu'est-ce qui manque pour aller encore plus loin ? Quelles initiatives, éventuellement conjointes, vous voudriez impulser pour favoriser l'accélération justement de ce mouvement ? Isabelle. Alors, Jean, tu as mentionné effectivement l'importance des outils qui sont à notre disposition. Et je pense qu'il faut absolument le dire haut et fort, ils sont très importants. Pour aller plus loin, et ce que vous avez commencé à faire dans votre rôle central de l'université, c'est plus de simplicité dans ce qu'on fait et plus d'agilité. Il faut qu'on aille plus vite, ensemble, bien évidemment. Donc, et peut-être insuffler une culture commune, d'une certaine façon, et qui permettent, en fait, sur des objectifs partagés, parce qu'ils peuvent être différents, et c'est normal, chacun a ses propres objectifs, mais ils sont partagés, d'aller ensemble beaucoup plus vite. Et je pense, ce qui est mis en place, par exemple, et tu en as parlé sur le network EIT Health, c'est-à-dire l'Institut européen d'innovation et de technologie de la santé, c'est justement ça. Ça permet, parce que le système a été mis en place pour aller très vite, à partir du moment où on a une idée, et on a mis en place des projets communs par exemple, pour aller beaucoup plus vite dans les essais cliniques, à partir de l'utilisation des données avec l'accord et l'éthique derrière des patients, d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un très bel exemple de projet qui a été mis ensemble et avec des objectifs partagés.
Jean Chambaz, à vous le dernier mot. La même chose, simplification et libération des énergies. On est coincé par un cadre réglementaire sur toute une série de détails de nos activités qui freinent la capacité de mobilisation. Quand on voit qu'on en est encore en 2019 à calculer le temps de travail des enseignants-chercheurs à 192 heures équivalent TD annuel, mais quelle absurdité! Mais pourquoi on ne les laisse pas libres d'organiser leur temps? On ne leur fait pas confiance pour leurs équipes de recherche, pour leurs équipes d'enseignement, à s'organiser d'une manière pluriannuelle, et je consacre plus de temps à ce projet et plus de temps à celui-là, et je suis rétribué pour la contribution que j'ai faite à cette mission et à cette autre, sans avoir des règles étroites, précises, qui sont édictées par une direction générale des ressources humaines qui concerne 1 million de personnel allant de la maternelle aux organismes de recherche. Donc je crois qu'il faut là donner plus d'autonomie, plus de liberté d'intervention aux universités pour permettre à nos chercheurs, à nos étudiants, à nos personnels, qui sont tout aussi créatifs, de libérer cette capacité d'invention et d'innovation en liaison avec le monde économique qui nous entoure. Et vraiment, j'espère, outre le levier financier indispensable en mobilisant davantage les fonds privés au service de cette dynamique du partenariat public-privé, c'est que la loi de programmation pour la recherche aboutira réellement à des expérimentations auxquelles Sorbonne est tout à fait prête à participer pour libérer ces choses. Nous sommes demandeurs d'aller beaucoup plus loin dans le passage entre public et privé. Nous avons dans certains secteurs comme les mathématiques ou l'informatique d'excellents chercheurs et enseignants-chercheurs qui, vu les salaires pitoyables que nous avons dans la fonction publique, sont attirés par les GAFA, qu'on accepte, en France comme ailleurs, d'avoir des professeurs associés qui sont à 80% dans une entreprise, à 20% dans l'université. C'est toujours mieux de les avoir à 20% pour la recherche et pour la formation que de ne plus les avoir du tout. Merci à tous les deux. Voilà, on a véritablement lancé cette journée. Merci de nous avoir aidés à la cadrer.